Florence, 1516. Cette journée printanière arrive à sa fin sur la cité des lys rouges. L'air est doux, chargé des senteurs de la terre toscane. Le soleil oblique dore la pierre brute du Palazzo Vecchio, cette forteresse au cœur battant de la République. Sa tour d'Arnolfo domine la Piazza della Signoria, témoin des émeutes, des feux de joie, des exécutions. Dans le grondement sourd de la cité, qu'à l'étage le plus haut du palais, dans un cabinet au mur épais où s'accumule la poussière des archives, une rencontre va avoir lieu, une rencontre que l'histoire n'a pas écrite, mais qu'elle aurait pu sceller. Dans cette salle, deux mondes vont s'entrechoquer. D'un côté, le réalisme terrifiant de Nicolas Machiavel. De l'autre, l'idéalisme tenace de Thomas More. L'un a fait de la politique une science désenchantée. L'autre en a fait une inspiration morale. Chancelier More, on me dit que vous avez écrit un livre sur un lieu qui n'existe pas. Utopie, le non-lieu. C'est un passe-temps intéressant pour un homme de loi. Secrétaire Machiavel, votre réputation vous précède, même dans les brumes de Londres. Messieurs, merci d'accepter cet entretien. 2 livres, 2 visions du monde. Commençons par le plus simple. À quoi sert le pouvoir? À durer, à maintenir l'État dans la stabilité, et si possible dans l'expansion. Le pouvoir est comme une forteresse. Elle doit résister aux assauts du dehors et aux complots du dedans. Tout le reste, la vertu, la piété, la gloire, n'est que décoration sur les murailles, utile pour le peuple, négociable pour le prince. Quelle vision étroite! Le pouvoir est un dépôt confié par Dieu et par les hommes pour assurer le bien commun. Son but est la justice, la paix et le bonheur des citoyens. Une forteresse, dites-vous? Moi je vois plutôt une grande maison dont le prince est l'intendant. S'il ne nourrit pas la famille, s'il n'entretient pas les lieux, on le chasse. La grande maison, excellente image. Et que fait l'intendant quand la moitié des serviteurs complotent pour l'empoisonner? Que l'autre moitié est trop sotte pour voir le danger et que les voisins armés jusqu'aux dents convoitent la cave. Il distribue des sourires et des serments? Non. Il fait venir des gardes. Il achète les comploteurs. Il fait pendre un meneur à la fenêtre pour l'exemple. C'est cela le bien commun. La survie de la maison. Chancelier More, dans votre utopie, vous abolissez la propriété privée pour éteindre la cupidité. Secrétaire Machiavel, dans vos écrits, vous considérez l'avidité comme un moteur immuable de l'homme, qui a raison. L'avidité n'est pas dans la nature de l'homme, elle est dans la structure de nos sociétés, qui récompense le vice et punit la vertu. Enlevez l'or, faites de la propriété commune un bien partagé, et vous verrez l'homme retrouver sa nature sociale, sa raison, sa propension à l'entraide. C'est une question d'institution. Des institutions. Vous bâtissez sur du sable. Regardez autour de vous. À Florence, à Rome, à Milan, l'homme est ingrat, versatile, simulateur, prompt à fuir les dangers, avide de gains. Dans lui tout, il vaudra plus. Dans lui la paix, il inventera la guerre par ennui. Vos institutions utopiques, supposons des anges. Je travaille avec des bêtes intelligentes, certes, mais des bêtes. Et c'est en les traitant de bêtes que vous les réduisez. Vous parlez de simulation. Votre prince, lui, doit paraître pieux, paraître clément. Vous faites de la tromperie une vertu politique. La tromperie,
J'appelle cela la prudence. Le prince qui paraît toujours ce qu'il est se perd. Dois-je rappeler à les mélangeries ce qui est un contrat? Mais quand l'autre partie est de mauvaise foi, et elle l'est toujours, tôt ou tard, l'engagement devient piège. Le prince doit donc savoir rompre sa parole quand la nécessité l'exige, pour le salut de l'État. La nécessité, le mot qui justifie tous les forfaits. Et où est la limite? Où s'arrête la nécessité de l'État et commence la tyrannie? La limite, c'est le succès. L'échec, c'est la tyrannie qui a échoué. Le succès, c'est la fondation glorieuse. On ne juge pas les fondations à la pureté des outils, mais à la solidité de l'édifice. Votre roi Henri applique-t-il toujours les préceptes de l'Évangile dans vos affaires d'État? Ou bien écoute-t-il aussi la nécessité? Chancelier Moore, votre utopie est-elle donc un rêve impossible? Un rêve, c'est une boussole. On ne reproche pas à la boussole de ne pas être le chemin. Elle indique le nord de la raison et de la charité. Même si on n'y arrive jamais, marcher dans sa direction évite de sombrer dans la barbarie que préconise mon éminent confrère. La barbarie, vous parlez comme un moine. La politique n'est pas le salut des âmes, c'est la gestion des intérêts, des peurs et des forces. Vous voulez élever les hommes, moi, je veux les gouverner tels qu'ils sont. Votre boussole, elle mène droit au naufrage sur les récifs de la réalité. Un dernier mot pour les siècles à venir. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune prince? Qu'il lise les philosophes, qu'il écoute les plaintes des plus pauvres, qu'il se souvient qu'il n'est que poussière et que son jugement l'attend au-delà du trône, qu'il gouverne avec justice, pas avec ruse. Qu'il lise l'histoire, qu'il étudie la guerre plus que la paix, car la guerre est l'état naturel des royaumes, qu'il sache qu'on peut tout lui prendre, sauf sa réputation de fermeté, qu'il craigne d'être aimé moins que d'être craint, et surtout, qu'il écoute les conseils des moralistes, qu'il les récompense, mais qu'il ne les suive jamais quand l'orage gronde. Deux hommes, deux solitudes. L'un regarde vers le ciel et y voit une loi. L'autre regarde vers les cours et y voit une jungle. L'histoire retiendra leurs noms, souvent en les opposant. Mais ils oublieront peut-être qu'ils partageaient la même désillusion, celle de l'homme trop imparfait pour l'utopie, trop prévisible pour le prince. Amis auditeurs, bonne nuit, à une prochaine émission.